Retour dans la semaine de l'éco spécial réchauffement climatique à l'occasion de l'appel du think tank le Shift Project aux candidats à la présidentielle à s'engager pour une économie décarbonée en 2050. Alors aux États-Unis, vous le savez, Donald Trump a réduit de 30% le budget alloué à l'environnement. Il veut au contraire relancer les énergies fossiles et vient d'approuver un permis de construire pour l'oléoduc de Keystone. Alors jusqu'où va-t-il aller? Je vous propose d'écouter le président américain. C'était en février dernier. Il s'était engagé à autoriser la pollution des fleuves pour relancer le charbon. On en débat ensuite. En éliminant cette règle, je tiens la promesse que j'ai faite aux Américains de les débarrasser de ces régulations qui ne font rien, absolument rien pour notre économie, à part la ralentir, paralyser nos entreprises et créer de l'emploi dans d'autres pays. Voilà, Sylvain Deforge est toujours avec moi, ancien directeur de l'agence France Trésor et puis également administrateur du Shift Project, ce fameux think tank. Vous avez donc envoyé une lettre aux candidats à la présidentielle française pour leur demander justement de s'engager pour une économie décarbonée. Et Eva Sas est toujours avec moi, députée Europe Écologie Les Verts. Sylvain Deforge, j'espère que votre manifeste aura un impact plus important sur les candidats à la présidentielle française que le fameux manifeste que 360 entreprises américaines avaient signé au moment de l'élection de Donald Trump, justement pour qu'il respecte l'accord de Paris. Et manifestement, il ne le respecte pas du tout, le président américain. Ouais, menace-t-il justement l'application de l'accord de Paris? Ça, je crois que c'est je suis hors d'état d'avoir un commentaire raisonnable. Le personnage est fascinant d'imprévisibilité, en tout cas pour nous. Il n'est pas dans un mode qui soit pour nous accessible. C'est un mode irrationnel au sens premier du terme. Je ne sais pas faire de la prévision sur de l'irrationnel. Tout ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile. Néanmoins, on l'a encore vu hier soir à Washington. Il ne lui suffit pas de vouloir ses pouvoirs de temps en temps. Ça souffre des exceptions. Je ne sais pas ce qu'était la part sur l'économie américaine du budget de l'EPA. À l'évidence, c'est une décision dont j'aurais, moi, à titre personnel, et je crois de vous, madame, tout autant, préféré qu'il prenne la décision inverse. Donc là, et qu'il augmente de 50% le budget de cette agence. C'est pas ce qu'il fait. L'agence d'environnement. L'agence d'environnement. Il a baissé de 30%. Il a baissé de 30%. Je le regrette pour l'économie et surtout pour les habitants des États-Unis. Ceci est évidemment, diplomatiquement et techniquement, un coup sévère porté à l'accord de Paris de la COP21. Nos amis diplomates ont essayé forcément de recoudre et d'essayer de recoudre le truc. Ce dont je suis certain, ce n'est pas parce que les États-Unis, que leur président est imprévisible, qu'il faut que l'Europe fasse la même chose. Ceci ne fait que renforcer, s'il en était besoin, l'absolue nécessité, pour la France en particulier, pour l'Europe de façon plus générale, de se donner d'une stratégie intelligente, évolutive, à long terme, en matière de traitement de la problématique carbone. On sait que c'est très compliqué, mais M. Trump est une raison supplémentaire de le faire. Eva Sas, on pourrait faire une Europe, justement, de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle, mais on parle plutôt de l'Europe de la défense en ce moment. Ce qui est bien. Alors, pour le coup, nous proposons un nouveau traité effectivement sur l'Europe de l'énergie parce que ça me paraît effectivement être très important de le faire. Et quand j'écoute Donald Trump, moi je suis effondrée effectivement. En plus, ses arguments sont totalement faux, c'est-à-dire il donne des arguments économiques, mais nous le disions tout à l'heure, il défend l'économie d'hier, mais pas l'économie de demain, très visiblement. Il n'a même pas compris qu'il fallait que l'économie s'adapte aux contraintes environnementales et qu'au contraire, s'il voulait une économie robuste qui sache résister aux chocs environnementaux, il fallait non pas épuiser les énergies fossiles jusqu'à la dernière goutte comme il est en train de le proposer, mais au contraire construire une économie sobre qui soit en capacité de résister à la raréfaction des énergies fossiles. Alors, ce que fait un peu le secteur privé américain, puisqu'ils sont champions dans les énergies renouvelables. Au niveau local, c'est vrai que ça se passe un petit peu différemment. Alors Sylvain Deforge, je voudrais quand même retourner sur les chiffres, puisque dans votre Shift Project, vous budgétez entre 250 et 500 milliards d'euros par an, soit un peu moins de 3% du PIB européen, d'investissement pour justement obtenir une économie décarbonée. Alors c'est un budget très important en période de disette, on peut le dire tout de même. Alors évidemment... D'abord, ces chiffrages sont fragiles et j'espère que Expost s'apercevra que la charge aura été moindre parce que ces chiffres-là, la plupart du temps, sont construits en ne faisant pas d'hypothèses fortes sur ce que va apporter le progrès technique et puis actuellement tous les budgets de recherche et de développement des dernières années ou des premières années à venir. On ne peut pas l'intégrer, donc ce n'est pas correct. Ce que vous voulez dire que le progrès technique peut entraîner une réduction des coûts. Une réduction du coût et non, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il le fera. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, mais ce n'est pas intégré dans ces calculs-là. Tout au moins pour ce que j'en comprends. Deuxièmement, quand on dit que ça coûte,
Je trouve que c'est la façon triste de regarder l'engin. Oui, mais on est obligé Bien de sûr, les regarder, les chiffres. mais que ça coûte. J'achète une fenêtre à double vitrage chez Habitat, je commence par payer, ça me coûte le prix de la fenêtre par le chèque ou le débit carte bleue. Ceci étant, je sais que grâce à cette fenêtre, mes factures d'électricité dans les 7 ans qui viennent vont être franchement réduites. Ça s'appelle un investissement. Tout investissement est d'abord une dépense. Mais si vous regardez juste, c'est une dépense, Dieu que ça me fait mal, sans voir que c'est un investissement, Dieu que ça va me permettre de progresser, vous ne regardez que l'aspect désespérant des choses, vous ne regardez que le risque au sens français négatif du terme, vous ne regardez pas la chance. Ces investissements ont donc ce coût, sont une espérance fantastique de développement économique, de prospérité, de croissance et d'emploi à l'horizon des 10 ou 20 ans qui viennent. C'est une des chances historiques, quelque part. Sylvain Deforge, on s'endette un peu plus. Excusez-moi, quand Michelin fait ce que fait Michelin, tout à l'heure vous disiez, je vais faire de la publicité sans frais, vous disiez les très gros émetteurs, normalement ils ne devraient pas signer. Il y en a un qui y a signé sans réfléchir, pas sans réfléchir. Michelin, on ne fait pas plus polluant en matière de CO2 que de fabriquer des pneus avec du caoutchouc. C'est à peu près aussi bien que de faire du ciment. Michelin, elle a compris. Michelin sait très bien que dans 30 ans, il y aura peut-être encore des pneus. C'est pas sûr, mais s'il y a encore des pneus, ils ne seront pas faits en émettant comme ils émettent aujourd'hui. Ils s'y sont mis. Ils ont développé des tas de programmes. Ils ont très bien compris qu'il y aura un Michelin après le carbone et que ce sera toujours Michelin. Voilà, alors manifestement, les États ont quand même des vrais et problèmes. C'est la même chose, une bonne financement. partie de ces dépenses sont des dépenses d'investissement privé. D'accord. Ce n'est pas l'investissement public. Sur les dépenses publiques. C'est les dépenses d'investissement de tous les agents économiques, un peu les États, je crois même, vous allez dire beaucoup les collectivités territoriales, et les entreprises et les ménages. Et les collectivités territoriales voient un petit peu leurs investissements véritablement réduits. Donc comment peuvent-elles s'engager dans ce type de processus véritablement, en dépensant d'abord. Vous allez soulever un point polémique dans la campagne électorale, parce que nous n'avons pas tous la même position sur cette question-là. En l'occurrence, moi, je suis pour le maintien des dotations aux collectivités locales, parce que justement, elles jouent un rôle extrêmement important dans la lutte contre le réchauffement climatique et sur le plan environnemental. Ce n'est effectivement pas le cas des autres candidats. Je suis obligée de citer Emmanuel Macron ou François Fillon, qui proposent de réduire encore les dotations aux collectivités locales. Mais je pense effectivement qu'au contraire, il faut permettre aux collectivités de jouer pleinement leur rôle. Et vous avez raison, il y a un effet de levier. Si on prend le crédit d'impôt transition énergétique, l'État va prendre en charge 30% des travaux, mais les particuliers vont prendre en charge 70% des travaux. Donc on a bien un effet de levier avec une mobilisation finalement de l'épargne privée. Nous avions proposé aussi pendant la mandature quelque chose de simple, c'est qu'il y a des fonds d'épargne salariale. Il existe déjà des fonds solidaires. Nous proposons des fonds verts, c'est-à-dire qu'on oriente une partie de l'épargne salariale française, qui est assez importante, vers la transition écologique. Donc ce n'est pas forcément des dépenses supplémentaires, c'est une mobilisation des investissements publics existants et de l'épargne privée. Mais regardez justement cette problématique du fonds vert, elle est intéressante parce qu'elle était justement mise sur la table au moment de l'accord de Paris et aujourd'hui le fonds vert, ils ont récupéré, il me semble, 1/10 de ce dont ils ont besoin. Alors là, on parle de l'adaptation au changement climatique, qui est aussi un autre mais qui est le même sujet. principe, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire quand même un pot commun, avoir un fonds pour justement financer cette transition. Oui, là on est plus dans l'adaptation effectivement des pays du Sud. C'est un sujet extrêmement important qui va aussi être touché d'ailleurs par les décisions de Donald Trump, malheureusement, mais qui est un investissement extrêmement important, mais pour le coup pas européen, effectivement plutôt au niveau mondial. Et au niveau européen, justement, c'est là qu'on pourrait mobiliser éventuellement des ressources, Sylvain Deforge, parce qu'on a parlé beaucoup. Regardez le plan Juncker, on parlait que de ça il y a à peu près 3-4 ans, totalement tombé en désuétude. Pourtant, on parlait de l'effet de levier, du 300 millions, et pour le coup, on aurait pu investir déjà il y a 3-4 ans dans les énergies renouvelables. Je suis sur le mode toujours plus, évidemment, d'investissement et de développement de ces trucs-là, donc ce qui se fait est à mes yeux insuffisant. Ceci étant, c'est pas pour ça que rien ne se fait. Et j'ai vu encore ce matin, ceux qui mes proches lancer un fonds d'investissement avec des subsides et des financements importants apportés par la BEI en application du plan Juncker environnemental qui date d'il y a 2 ou 3 ans. La Commission aussi, ou la BEI ont quand même à mes yeux une capacité... La Banque européenne d'investissement, la BEI d'investissement, une capacité quand même étonnante à faire sans dire. Ouais. Ils font quand même des choses qu'ils ne disent pas. Ils pourraient avoir un effet d'entraînement. Manifestement, Sylvain Deforge, ça n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas, mais ne disons pas que ça n'existe pas. Moi, une chose m'a beaucoup frappé, pour ceux que j'en ai vu, madame, peut-être avez-vous vu autre chose, quand le président Juncker, qui ne se représente pas, a sorti il y a une dizaine de jours sa vue prospective d'une Europe à horizon de 2025, qui m'a beaucoup frappé,
que les mots climat et énergie ne figurent en rien dans cette déclaration. J'étais très frappé. On sait que c'est le risque principal de nos sociétés pour les années qui viennent. Donc c'est difficile de mobiliser l'ensemble de l'Europe là-dessus. Faisant à froid une projection à 10 ans, ne disent pas que parmi les grands sujets, ne serait-ce que par une périphrase, m'a semblé un manque profond de la bonne structuration du débat en Europe. Sylvain Defort, ça prouve bien que c'est difficile de mettre d'accord justement tout le monde sur ce sujet au niveau européen. Il n'y a pas pensé. Bon, c'est quand même un oubli fâcheux, comme vous avez l'air de dire. Et Vassas, comment peut-on réunir justement 28 pays, enfin au moins peut-être 17 autour de la table pour justement mettre en place un plan de lutte contre le réchauffement climatique? Ce qui est dommage, c'est que jusqu'à présent, c'était plutôt un sujet qui fédérait en Europe. On avait en fait les mêmes orientations. Il y avait les 3x20, donc on avait. Qu'est-ce que vous voulez dire les 3 fois 20 Les 20% d'énergie renouvelable, la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on était dans cette perspective effectivement de lutte contre le réchauffement climatique au niveau européen et qui était partagée. Après, bien sûr, il y a des divergences. C'est vrai qu'il y a des pays, vous allez peut-être en parler, qui ont des centrales à charbon, par exemple, de façon importante, beaucoup plus que nous. Lesquelles en Europe? Je pense à la Pologne, par exemple. D'abord, en première ligne, la Pologne, bien sûr. Et donc, en revanche, il y a d'autres pays qui sont très en avance, comme la Suède, par exemple. Exactement. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes enjeux dans les différents pays. Néanmoins, je pense qu'on peut avancer de concert dans cet objectif-là. Et je pense que ça serait justement une façon de remettre l'Europe sur les rails d'une construction positive. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la construction européenne est un peu ébranlée. Et là, ça pourrait être un projet commun. Un projet commun sur lequel on pourrait investir. Et on reprend la question de l'investissement parce qu'elle est importante. Nous proposons de 1000 milliards d'investissements effectivement sur l'ensemble de l'Europe. C'est encore plus que ce que propose Sylvain Deforge. Écologique, mais c'est sur l'ensemble de l'Europe. D'accord. Et ça permettrait que l'Europe devienne en fait un apport de solutions et non pas un apport de contraintes, et qu'on puisse aider partout dans les pays le développement des projets. Ça, c'est un projet positif pour l'Europe. Sylvain Deforge. C'est un peu ce qu'on essaye de faire avec ce manifeste. Est-ce que les Allemands seraient d'accord? Ce courrier qu'on a envoyé à chacun des candidats. À mardi soir, ils n'ont pas encore répondu. Ils ont évidemment le délai de la Poste faisant foi. Non, plus sérieusement, ce qu'on leur demande là, la phrase c'est mais si vous êtes élu, vous êtes candidat, si vous êtes élu, est-ce que vous acceptez de prendre l'engagement de mettre ce sujet comme un sujet majeur sur la table de votre nouvelle bande de nouveaux copains que seront vos collègues chefs d'État communautaires. Donc vous attendez une stratégie la réponse communautaire. On attend. Sylvain Deforge, vous attendez leur réponse? Est-ce qu'ils sont d'accord pour nous dire oui, si je suis élu, je vais essayer, m'efforcer d'en faire une stratégie majeure européenne. Bon, je vous réinviterai quand vous aurez eu la réponse. Ça sera intéressant. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Merci.